En gros, c'est un accord qui prévoit aujourd'hui une importation d'au moins 4 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié jusqu'en 2032. Donc ça, en effet, Aline Le Ballcrémer, on voit bien qu'on est, j'allais dire, coincé dans ce contrat. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, de la part de la France, qui veut tant affaiblir l'économie russe, de rompre ces contrats ? Il y a un objectif affiché de la France d'atteindre l'autonomie énergétique, l'indépendance énergétique d'ici 2027, soit un peu plus tôt. Donc il y a la question des contrats qui se pose d'ailleurs pour l'Espagne, pour la Belgique et pour les Pays-Bas. Donc il y a plus exactement en termes de volume plusieurs pays européens qui sont dans ce cas-là. Vous montrez les chiffres d'ailleurs et la France se hisse à la première place des importations de GNL russe, ce qui est légal parce que jusqu'ici, les sanctions européennes, les sanctions ottomanes n'incorporent pas la question du GNL, ce qui pose énormément de questions et de soucis. Je voulais rappeler qu'en ce moment même, au Sénat, il y a quand même une enquête parlementaire en fait, qui a auditionné plusieurs acteurs de tout cela sur la question du rapport de l'État, c'est-à-dire de la France à Total Énergie. Donc, j'indique quand même aux téléspectateurs que le 29 avril sera auditionné M. Pouyanné, PDG de Total Énergie, qui va devoir répondre à quelques questions de cette commission parlementaire, et pour expliquer aussi que ont déjà été auditionnés dans ce cadre M. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, et M. Bruno Le Maire, ministre des Économies. Est-ce qu'on peut dire de ces deux auditions sur un sujet en fait qui est assez vertigineux en réalité sur la question de 600 millions à ce stade pour 2024 qui ont été envoyés au Kremlin, et de rappeler que l'économie russe a quand même deux piliers, c'est le pétrole et le gaz. Donc en fait comment on alimente la machine de guerre russe qui quand même, pour le dire vulgairement, la fout mal quelque part, et comment on se sort de tout ça. Donc on a noté un embarras assez majeur du côté du ministre des Affaires étrangères, tout en rappelant que l'État ne peut finalement influer que très peu sur la volonté d'une entreprise privée. Donc il y a ceci. Et dans les mots de Bruno Le Maire, on a noté beaucoup de choses, mais un petit indice quand même, parce que comme en font les autres pays européens, ils se fournissent en GNL américain. Et on a noté une phrase quand même dans son propos sur la question de l'indépendance énergétique, c'était qu'il souhaitait que la France maintienne son indépendance énergétique vis-à-vis des grosses entreprises de GNL américaines. Et donc, à ce titre, il était donc légitime, selon lui, de continuer de faire des stocks en vue de décarbonation, etc., jusqu'en 2027, mais de ne pas rentrer dans ces importations massives côté américain. Et là, il y a un gouffre de questions qui s'ouvre, parce que est-ce qu'on peut choisir en ce moment-là de l'histoire une indépendance énergétique vis-à-vis des Américains alliés par rapport à la Russie, hostile, voire ennemi complètement? Il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être poursuivre, et c'est extrêmement compliqué de se positionner maintenant, parce qu'il y a cette enquête qui est en cours et qui va encore durer tout le mois. On a retrouvé la connexion avec Fabien Bouglet. Rebonjour à vous. On va essayer de vous poser des questions en espérant que la connexion soit stable. Justement, encore une fois, ce contrat qui est donc passé jusqu'en 2032, nous, en France, on ne peut pas le rompre. Si on le rompt, ça veut dire qu'on doit continuer à payer et qu'on ne se fait plus rien livrer. C'est bien ça ? Tout à fait. Il faut quand même préciser une chose qui est importante et une idée reçue. Le gaz n'a pas fait l'objet de sanctions économiques à l'égard de la Russie. Et que ce soit sous forme gazoduc ou sous forme de gaz naturel liquéfié, la Russie continue à faire passer son gaz par l'Ukraine, par exemple, actuellement. Et l'Europe reçoit du gaz par gazoduc via l'Ukraine et via la Turquie avec Turkstream, qui est l'autre gazoduc. Donc, il faut bien comprendre qu'en réalité, ces relations avec le gaz et la Russie ont continué malgré la guerre, indépendamment de la France. La France reçoit du gaz naturel liquéfié pour l'Europe et en particulier pour l'Allemagne, parce qu'une partie du gaz qui est importé en France par les terminaux méthaniers sont exportés vers l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est un peu plus complexe que la question du gaz qui est importé par la France. Auparavant, c'était l'Allemagne qui importait une grosse quantité de gaz par Nord Stream et par Yamal, le gazoduc qui passait par la Pologne,
et par Brazowood, le gazoduc qui passait par l'Ukraine. Donc sur ce point-là, c'est très important de bien considérer que l'Europe n'avait pas fait de sanctions économiques avec le gaz parce que l'Europe a besoin du gaz russe. Justement, est-ce que c'est pas un peu le problème? Est-ce que quelque part, on n'a pas, j'allais dire, failli dans notre volonté de taper fort sur l'économie russe? Parce qu'effectivement, il y a toute la partie sur laquelle on communique, c'est-à-dire les sanctions qu'on rajoute, qui sont de plus en plus dures au fil des paquets de sanctions, mais il y a quand même des pans entiers de l'économie russe qui échappent complètement à toute sanction. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie derrière ça? Oui, c'est vrai, mais de toute façon, on est dans une guerre mondiale de l'énergie. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre « Guerre de l'énergie ». Et on a aussi une collaboration sur le nucléaire entre la Russie et la France. Mais les États-Unis sont hypocrites également puisqu'elles collaborent avec la Russie pour une certaine forme d'uranium enrichi. Donc sur les questions énergétiques, il y a des collaborations internationales, y compris entre la Russie et les États-Unis. C'est bien plus complexe que ça. En tout état de cause, ce qui est clair, c'est que le fait que la Russie a quand même largement diminué les approvisionnements de gaz de l'Europe, puisqu'elle représentait 40% de la consommation du gaz européen avant-guerre. Maintenant, on est plutôt autour de 15%. Cela a profité aux États-Unis qui ont pu vendre leur gaz naturel liquéfié américain, qui est assez polluant, puisque c'est du gaz de schiste liquéfié et qui a énormément d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Même Joe Biden veut diminuer les augmentations d'exportation des gaz naturels liquéfiés. Donc c'est un petit peu contradictoire parce qu'il y a aussi l'enjeu environnemental qui est pris en compte parce que le gazoduc qui vient en particulier de Russie est beaucoup moins polluant que le gaz naturel liquéfié qui nécessite à la fois l'usage du gaz puisque 10% du gaz utilisé sert à liquéfier le gaz naturel liquéfié. Je voudrais quand même juste préciser ce que c'est que le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz naturel que l'on va refroidir à 160 degrés pour représenter 1 mètre cube pour 600 mètres cubes à l'état gazeux. C'est-à-dire qu'on fait du gaz liquide qui représente 1 mètre cube sur 600 mètres cubes à l'état gazeux. Et pour ça, on utilise 10% du gaz. Donc le bilan de gaz à effet de serre du gaz naturel liquéfié est beaucoup plus important, sans compter le fait qu'il s'agit du gaz de schiste qui est extrêmement soufré et qui a beaucoup plus d'impacts environnementaux. Précision importante, effectivement. Vous disiez quand même, tout cela est extrêmement compliqué, effectivement, mais est-ce qu'on pourrait aussi se dire, c'est compliqué, jusqu'à ce qu'on ait envie que ce soit simple, et qu'on simplifie tout ça, et qu'on fasse un petit peu de tri. Ouais, le sujet, c'est qu'on soutient l'Ukraine contre la Russie, mais on n'est pas en guerre avec la Russie, quoi. En fait, on serait en guerre avec la Russie. Je parle de l'OTAN, des pays occidentaux. On aurait mis une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, et là, il n'y aurait pas d'avions russes qui se baladeraient, qui bombarderaient voilà. Donc en fait, on est dans dans une situation qui n'est pas claire, si vous voulez. Alors on a le vocabulaire de nos hommes politiques qui disent on est en guerre avec la Russie. Ben non, on n'est pas en guerre avec la Russie. La preuve, on continue à faire le business. Mais on soutient l'Ukraine. On soutient l'Ukraine en lui envoyant des Hawks, des Césars, des choses comme ça. Mais la chose la plus importante, on n'assure pas une sécurité aérienne totale. Quand je dis on, c'est l'OTAN, il ne s'agit pas de la France. À quoi ça rime? Alors je pense qu'effectivement, la conférence de paix qui se profile en Suisse, par exemple, et où visiblement ça va faire l'objet, où on essaie d'impliquer la Russie, va être importante parce que, si vous voulez, on peut, dans une guerre limitée en temps, exclure complètement un pays, mais à condition de lui faire complètement la guerre et de le frapper sur ses sites névralgiques. Mais c'est pour ça qu'on se demande si on parle d'hypocrisie, parce qu'effectivement, à ce moment-là, arrêtons de prétendre qu'on veut effectivement mettre l'économie russe à genoux, parce que manifestement, on ne fait pas tout pour. Aline Lebas-Crémer. Alors, il y a plusieurs choses quand même, de rappeler que Total est une entreprise privée. Certes, il y a une part, l'État a des parts, mais en fait, ce qui explique la commission parlementaire, où il y a quand même tous les acteurs, voilà, enfin, je veux dire, c'est sérieux. Voilà. La commission parlementaire, elle aboutira sur pas grand-chose. Elle aura fait son rapport, et puis voilà. Si vous voulez, c'est pas ça qui va faire décider le gouvernement. Alors, en fait, sur ce que je voulais rappeler, c'est pas moi qui vais sauter au plafond de joie parce qu'on envoie des millions d'euros au Kremlin, ça c'est certain. Mais de rappeler que la difficulté, quand même, à la décharge de nos dirigeants, quand même, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas se comporter comme le Kremlin avec des entreprises, c'est-à-dire que, en fait, l'État ne décide pas pour une entreprise privée. Après, la question
au niveau européen, et c'est là où on comprend aussi ce qui se joue grâce à cette commission d'enquête, ceci dit, parce qu'il est quand même dit verbalement, enfin je veux dire les acteurs disent des choses, qu'en fait oui, jusqu'en 2027 ça va se passer comme ça. Après on pourrait souhaiter et faire que ça se passe autrement, et là vous avez raison, mais que il y a la question de l'indépendance énergétique et du basculement qui va être inévitable, qui se fait pas en un claquement de doigts, et que oui, le GNL n'est pas sous sanction européenne, et de mon point de vue c'est un tort, ça aurait dû être sanctionné. Maintenant comment on fait, de rappeler quand même que l'Allemagne, contrairement je crois à ce qu'a dit l'expert, l'Allemagne a quand même switché beaucoup plus rapidement finalement, alors qu'elle était beaucoup plus dépendante sur les questions de gaz avec la Russie, a switché plus vite. Mais de rappeler que quand même la question aussi qui se pose, il y a la responsabilité de l'État, la volonté de l'État, la volonté de toute l'Union européenne, parce que ça ne peut pas se faire à un, il faudrait que ça se fasse à plusieurs, ce que rappellent notamment les Pays-Bas, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas switcher, etc. Ce serait formidable que le gaz russe soit hors d'Europe, ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais bon, de quand même interroger aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont restées en Russie, c'est un sujet, Total en fait partie, et la question aussi c'est des bénéfices énormes que ces entreprises engrangent en temps de guerre sur finalement le dos des victimes ukrainiennes, et la question c'est comment on utilise, que deviennent aussi cet argent. Il y a quelque chose qui n'est pas juridique mais qui est l'ordre de la morale qui doit être interrogé aussi, ce que font d'ailleurs beaucoup d'ONG, et de rappeler que Total a une plainte, plusieurs plaintes d'ailleurs à son encontre, une plainte qui a été classée pour complicité de crimes de guerre. Aurélien Duchesne. Occasion de rappeler aussi que beaucoup de pays européens, pour ce coup-là pas la France, se diversifient auprès d'une autre dictature agressive et expansionniste qui est l'Azerbaïdjan, ce qui revient à faire la même erreur que nous avons fait en nourrissant la machine de guerre russe. Aujourd'hui, des pays comme l'Allemagne se rapprochent de l'Azerbaïdjan, qui a fait un nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh l'an dernier. On est en train de refaire la même erreur. En revanche, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient contribuer à casser la machine de guerre russe, il y a une initiative portée par 2 députés, Benjamin Haddad et Julien Bayou, pour saisir des actifs gelés d'oligarques russes pour financer la reconstruction et l'armement de l'Ukraine. Si nous, à notre petit niveau, on veut contrebalancer malheureusement ces failles dans le fait de casser l'économie de guerre russe, on peut se faire à ce niveau-là avec nos députés qui essaient de se battre pour un peu changer les choses. Mais ça veut dire qu'en l'état, on ne pourrait effectivement pas importer du gaz ou d'autres matières premières de manière totalement vertueuse d'un pays que ce soit. Renaud Girard. Oui, alors je pense qu'il faut quand même raison garder. Votre statistique est assez intéressante parce qu'elle voit que la Belgique, qui est un pays beaucoup plus petit que la France, et qui quasiment au même niveau, souvent a été qualifié de 51e État des États-Unis, qui n'achète que du matériel américain, etc., qui est le siège d'ailleurs de l'OTAN, etc. Et bien la Belgique, elle importe autant de gaz que la France. La statistique est quand même très intéressante. Donc il faut raison garder. D'autre part, vous avez dit, la France donne. Non, la France ne donne pas. La France donne beaucoup à l'Ukraine. La France donne des armes. Et la France... Non, les mots sont importants. Bien sûr. Donner, elle achète. Évidemment. Elle achète, comme elle en achète à l'Azerbaïdjan. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle une démocratie avec d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ces milliards, qui sont quand même quasiment 2 par an à ce rythme-là, automatiquement, ça alimente la machine de guerre, puisque ça alimente les caisses russes. C'est ce que je voulais dire. C'est que les Russes, par exemple, exportent effectivement du gaz encore par leurs tuyaux qui traversent l'Ukraine. Et donc les Russes, ils sont en guerre avec les Ukrainiens, mais ils payent quand même aux Ukrainiens. Ils payent quand même les droits de transfert, si vous voulez, les droits de passage. Et par ailleurs, lorsque vous êtes chauffé au gaz à Kiev, alors il y a des problèmes parce que les 2 pays maintenant se bombardent leurs installations énergétiques, mais quand vous êtes chauffé au gaz à Kiev, vous êtes chauffé par du gaz russe. Voilà. Et il faut quand même rappeler ça, qui est évidemment payé. Voilà. Et donc, je pense que votre intervenant avait tout à fait raison. Les choses sont plus complexes qu'on le croit. Le problème, effectivement, c'est que la France a besoin d'énergie. Et où est-ce qu'elle va l'acheter ? Alors, est-ce qu'elle va l'acheter 3 fois plus cher aux États-Unis ? Peut-être, mais ça va faire en sorte que son économie va être beaucoup moins compétitive. Oui, est-ce que les Américains qui aident l'Ukraine nous aident ? Est-ce que les Américains sont prêts à nous livrer du gaz au prix
que les Russes nous livraient, la réponse est non. Mais justement, ils font la politique de leurs intérêts. Vous ne pouvez pas reprocher à la France de faire la politique de ses intérêts. Maintenant, vous pouvez lui reprocher, peut-être, de ne pas suffisamment aider l'Ukraine, puisqu'elle a pris le parti d'aider militairement l'Ukraine. C'est un dossier différent. C'est un dossier différent. Mais si vous voulez, la France doit faire la politique. La France est un pays qui veut se réindustrialiser en plus, et qui a aussi des engagements écologiques qui ont été rappelés, qui a abrité la conférence de Paris. Et donc, le gouvernement prend tout ça en compte pour faire sa politique. Et il importe effectivement autant de gaz russe que la Belgique. C'est pas un drame. On est toujours en direct avec Fabien Bouclet. Une dernière question, il nous reste vraiment quelques secondes. Mais justement, les autres pays comme la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas sont prêts, ils se disent prêts à réduire leur importation, mais seulement si il y a une action conjointe avec Paris. Ça veut quand même dire qu'on peut faire quelque chose si on le prend à l'échelle un petit peu plus large. Oui, mais si vous voulez, c'est très important de savoir que Paris, de toute façon, importe le gaz pour l'Allemagne. Et je voudrais juste répondre à la personne qui vient de parler juste avant en disant que l'Allemagne avait arrêté d'importer son gaz de Russie. C'est l'inverse. C'est la Russie qui avait stoppé les livraisons vers l'Allemagne et ça a été définitif avec le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont conduit à l'explosion et à la destruction de l'économie allemande. Il faut bien quand même comprendre qu'aujourd'hui, les pénuries de gaz vers l'Allemagne ont conduit à la destruction économique de l'Allemagne et par voie de conséquence à des problèmes de croissance économique en Europe de manière globale. Donc, il faut bien comprendre, et c'est ce que j'ai pour rappeler, c'est que nous sommes dans une guerre mondiale de l'énergie. L'événement et la guerre qui intervient en Ukraine est une des batailles de cette guerre mondiale de l'énergie. Mais quand on prend en compte l'intégralité des données dans cette guerre qui oppose les États-Unis et la Russie, avec cette guerre intra-européenne sur le gaz et sur l'Ukraine, eh bien, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et que, de toute façon, la France, depuis des années, avait diversifié ses ressources en gaz. Avant-guerre, on était à 15% d'approvisionnement en gaz provenant de Russie. On est toujours aux alentours de 15%.